La photo de famille se veut grandiose, une forme de défi au monde occidental. À Tianjin, Xi Jinping a réuni en grande pompe une vingtaine de dirigeants asiatiques, africains ou du Caucase. Ce sommet est l'un des plus importants rassemblements de chefs d'État en Chine cette année. Union et entente savamment mise en scène avec cette accolade remarquée entre les leaders russes, chinois et indiens. Les chefs des trois puissances phares de cette organisation de coopération de Shanghai, 10 États membres et 16 États partenaires qui représentent près de la moitié de la population mondiale, 23% des richesses produites et les deuxième, troisième et cinquième puissances militaires du globe. S'ajoutera sur la photo de main le Nord-Coréen Kim Jong-un, venu dans son train blindé assister au grand défilé militaire prévu à Pékin. Démonstration de force des tenants d'un nouvel ordre mondial. La situation internationale actuelle est marquée par des troubles. Nous voulons promouvoir les principes d'équité et de justice, une vision correcte de l'histoire et nous opposer à une mentalité de guerre froide et de confrontation de blocs. Confrontation qui semble pourtant persister jusque dans les symboles, comme lorsque le président russe annonce vouloir concurrencer l'Eurovision. Je profite de cette occasion pour rappeler que le 20 septembre, Moscou accueillera le concours télévisé international de chansons Intervision. Pour Vladimir Poutine, ce sommet aura surtout permis de se montrer une nouvelle fois entouré, loin du statut de paria promis par les Occidentaux. Aux côtés de ses alliés, il martèle son récit sur les origines de la guerre en Ukraine. L'une des raisons de cette crise réside dans les tentatives constantes de l'Occident d'attirer l'Ukraine dans l'OTAN. Et au fil des poignées de main, se dessine un réseau d'alliances déjà à l'œuvre, entre Russes et Iraniens qui s'échangent drones et matériel militaire, mais aussi avec la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, par ailleurs membre de l'OTAN, mais grand acheteur de gaz russe, et dont Moscou construit la première centrale nucléaire. Mon cher ami, vous connaissez notre désir de vous accueillir en Turquie. L'invitation reste valable. Nous avons hâte de vous recevoir dans notre pays, dès que possible. Mais la clé de voûte de l'organisation reste bien la puissance chinoise. Xi Jinping se dresse en leader du Sud global, appelant ses homologues à renverser la table. Notre organisation est devenue une force importante dans la mise en place de nouvelles relations internationales. Nous devons nous atteler à renforcer notre coopération, promouvoir notre développement et améliorer la gouvernance globale. Dans cette quête, un soutien inattendu, celui des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait le déplacement, signe de considération et occasion d'un coup de griffe contre l'hégémonie américaine. Nous voyons de nouvelles formes de politique qui sont parfois difficiles à comprendre, qui ressemblent parfois plus à un spectacle qu'à des efforts diplomatiques sérieux, et où politique et business sont parfois mélangés. En ces temps où le multilatéralisme est menacé, le soutien de la Chine est extrêmement important. À Washington comme en Europe, pas de réaction à ce sommet. La Maison-Blanche concentre ses communiqués ces derniers jours sur les baisses de prix pour la rentrée. En pleine guerre commerciale avec Pékin, Donald Trump indique seulement vouloir rencontrer Xi Jinping d'ici la fin de l'année. Juste un mot avec vous avant de reprendre notre discussion sur Antonio Guterres, donc le secrétaire général de l'ONU, qui se rend dans cette réunion organisée par la Chine. Coup de griffe à Donald Trump, pour le moins. Ça veut dire qu'il y a une espèce de label de l'ONU sur cette réunion ? Alors, en même temps, c'est très compliqué. D'un côté, sa présence est légitime parce qu'il représente les Nations Unies et qu'un grand nombre de Nations Unies sont présentes là. D'un autre côté, Guterres est un petit peu un invité habitué de ces sommets qui se terminent en couronnement de dictature. La dernière fois qu'il est venu à un sommet comme ça, c'était le sommet des non-alignés à Kazan, en Russie. Et il s'était littéralement courbé devant Vladimir Poutine et devant Loukachenko, son allié dictateur biélorusse. C'est un petit peu problématique parce que c'est un sommet en fait qui couronne le dictateur chinois, le dictateur russe et le dictateur nord-coréen. Ouais.
à sa décharge, les Nations Unies ne peuvent fonctionner que si les membres sont dans un relatif consensus. Autrement, il y a un blocage au Conseil de sécurité. Et la Chine et la Russie sont deux détenteurs du droit de veto au Conseil de sécurité. Allez, question de Marilyn dans l'Isère. Trump n'est pas trop triste de voir son pote Poutine avec Xi Jinping? Alors moi, je suis pas sûre qu'il soit triste. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un jeu de la part de Poutine. On a dit, ça y est, Poutine est dans les bras de la Chine. Alors en fait, ça change tout le temps. C'est-à-dire qu'une année et l'autre. Mais Poutine, il y a quelques semaines, effectivement, rencontrait Trump. Et je pense qu'il y a véritablement un jeu. Il s'agit de montrer à Trump que Poutine n'est pas seul, qu'il peut aussi se tourner vers la Chine. Jamais les Russes n'abandonneront le discours sur la grande amitié ou le partenariat sans limite avec la Chine. Les Chinois n'avaient sans doute pas été très très contents de l'image de Poutine et de Trump ensemble. Donc il y a toujours cette habileté d'essayer de maintenir le triangle qui est la figure qui donne le plus de puissance, notamment à Vladimir Poutine. J'aime bien cette phrase citée par le journal Le Monde aujourd'hui. En décembre 2021, Vladimir Poutine confiait ressentir, je cite, des vibrations personnelles pour Xi Jinping. On dit qu'ils s'entendent bien. Ils se sont vus plus de 20 fois. Bon. C'est une relation assez exceptionnelle. Il y a des images, par exemple, de Xi et Poutine en train de faire des crêpes. Ils ont construit un rapport personnel qui est de façade peut-être, je ne sais pas ce qu'ils pensent l'un de l'autre, mais en tout cas, sur le temps, sur plus d'une décennie aujourd'hui, il y a cette relation qui vient démentir tous ces espoirs de voir la Russie se détacher de la Chine. Et il faut ajouter juste une chose, ils ont signé aujourd'hui un projet géant de gazoduc qui traînait un peu, qui traînait depuis des années et qui est très important parce que fait Trump dans toutes ces relations? Il veut vendre du gaz liquéfié et là le gaz russe il va en Chine. Agatha Kratz, qu'est-ce qui se joue si on prend ces deux puissances-là? On va essayer de décliner un peu ce qu'ils ont en commun à partager et à quel point sont-ils une puissance ensemble ou pas. Entre la Chine et la Russie, il y a les vibrations personnelles, les crêpes, etc. Mais il y a d'autres choses. Oui, bien sûr. Mais il y a cette dimension énergétique, pure et dure, qui est d'avoir accès à un gaz russe à un prix très discounté, très peu élevé par rapport au gaz américain. Ce que déteste la Chine, évidemment, c'est de dépendre des États-Unis d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour l'agriculture, l'énergie, les semi-conducteurs d'intelligence artificielle. Donc on a le côté énergétique, on a le côté économique, on a vraiment un partenariat de commerce qui s'est étendu les dernières années, un commerce bilatéral qui a explosé évidemment. On a une partie de ce commerce-là qui se fait maintenant en renminbi, ce qui permet de dédollariser une partie des exportations chinoises et de l'économie chinoise, qui est évidemment extrêmement bienvenue pour la Chine. Et on a évidemment une association qui est une association politique, diplomatique, stratégique, militaire, qui est extrêmement importante pour les deux parties. Sur l'aspect économique, il y a des limites évidemment, parce qu'en fait, les Russes préféreraient faire leurs voitures eux-mêmes et ne pas importer des voitures chinoises. Donc, ils ont mis des droits de douane, de la même façon que l'Europe a mis des droits de douane sur les véhicules chinois. Côté chinois, il y a quand même une volonté de ne pas dépendre d'un seul pays, même si c'est la Russie, pour son énergie. Donc, il y a des limites, mais c'est quand même une fondation qui est extrêmement solide.